Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir. On va attendre une toute petite minute que tout le monde ait le temps de se connecter et de nous rejoindre. Soyez les bienvenus, en tout cas, parmi nous. Voilà, écoutez, je propose qu'on commence tranquillement, le temps que tout le monde nous rejoigne. Donc, rebonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Je suis Aliette Angerville, responsable marketing, communication et qualité au sein du groupe. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler notamment sur les directives NIS 2 et DORA et de se focaliser, excusez-moi, sur les exigences de notification pour se préparer à répondre aux incidents de sécurité et à la cyber-résilience. Pour ceux qui découvriraient la plateforme Webikeo, vous avez sur votre droite un chat participant. Vous pouvez effectivement poser vos questions ici et puis nous les traiterons en fin de session. Il y aura effectivement, on a réservé un petit temps de session de questions-réponses avec donc Nicolas et Jamal, à qui je vais passer la parole pour qu'ils se présentent à vous. Juste avant, je fais un petit rappel du sommaire. Donc, on va faire un petit rappel sur le contexte réglementaire et l'état de la menace. Et puis ensuite, on plongera dans justement ces nouvelles exigences de notification de la directive NIS 2 et de la réglementation DORA. Et puis ensuite, on verra comment se préparer et monter en compétences pour faire face à ces enjeux d'importance. Voilà, je vous laisse en compagnie de Nicolas et Jamal pour cette session. Bonne présentation à tous. Merci bien, Aliette. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Nicolas Bienvenu, donc directeur commercial chez Heliohope. Heliohope est l'un des leaders sur la partie, en tant qu'organisme de formation, sur la partie cybersécurité. On accompagne les PME, TPE, grandes structures sur les déploiements de formation et de montée de compétences de leurs collaborateurs. Donc, on a 3 axes qui sont la partie formation, la partie conseil et la partie accompagnement des entreprises et des DSI. Donc, les formations vont tourner autour des sujets qui vont être la partie management de la sécurité, gestion des risques, tout ce qui va toucher à la partie technique, cybersécurité, sécurité offensive et défensive. Donc, à l'intérieur, on va avoir la partie NIS 2 et DORA que notre expert Jamal va bien évidemment vous présenter avec les règlements, les exigences, tout ce qui tourne autour. On va avoir aussi d'autres segments qui sont plutôt orientés sur tout ce qui va être la partie Big Data, la partie intelligence artificielle, tout ce qui est ITSM, méthodologie de projet, management de projet. Donc, on est vraiment sur la partie ITIL, Prince 2, PMP, CAPM. Et un sujet qui n'est pas des moindres aussi, la partie, tout ce qui est RSE et numérique responsable. Donc, la partie Green IT et responsabilité sociale. Donc, je vais laisser la parole à Jamal Saad, qui est notre expert et référent au niveau de chez Heliohope, et afin qu'il puisse se présenter et puis développer cette partie sur le volet NIS 2 et DORA. Merci beaucoup, Nicolas. Bonjour à vous tous. Donc, je vais me présenter assez rapidement et nous débutons sur le sujet qui est assez compliqué. Donc, je suis Jamal Saad, consultant en cybersécurité, le référent chez Heliohope. Je travaille sur pas mal d'axes, audit, conseil et formation depuis très longtemps, surtout sur la famille de l'ISO 27000, donc d'analyse de risque, etc. Eh bien, écoutez, ce sujet de réglementation, c'est un sujet qui commence à avoir une maturité dernièrement, les 10 dernières années. Si on va regarder le pourquoi des choses, eh bien, il y a de quoi, parce que l'état de la menace a bien évolué. Si nous regardons d'une manière assez synthétique, on va regarder qu'il y a la cybercriminalité, tout ce qui est dû à l'appât de gain. À l'appât de gain, souvent, ce sont des officines ou des mafieux très bien organisés avec des ressources et des modes opératoires qui sont innovants, qui cherchent l'appât de gain. Donc, rançonnage, les ransomware avec toutes les variétés de ransomware, c'est à la mode actuellement et cela ne touche pas seulement les ETI,
Donc, ça touche également les PME et les TPE. Donc, la cybercriminalité est devenue, que ce soit dans le monde virtuel ou maintenant le mode opératoire dans les deux mondes, très attirante. Ça, d'une part. Et puis, l'espionnage. L'espionnage massif, avant la guerre de l'information, elle était plutôt derrière les coulisses. Maintenant, on est dans la transparence totale. Donc, souvent d'origine étatique. On voit bien ce qui se passe dans le monde entier, que ce soit en Europe ou dans le Moyen-Orient. Ça touche plus seulement à l'économie d'un pays ou à la cybersécurité des entreprises, ça touche en plus à la souveraineté d'un pays. Qui dit souveraineté, on a monté d'un cran et donc les réglementations doivent suivre ce changement de paradigme, si j'ose dire. Le paradigme, vraiment, il est en total changement. Bien sûr, l'espionnage, ça peut être dans des entités diplomatiques ou le secteur de la défense ou les médias ou tout secteur sensible dans ce domaine. Moi-même, j'ai vécu ça pas mal de fois dans des ambassades où j'étais moi-même le responsable de sécurité et système d'information. Et puis, il y a bien sûr, troisième volet, dans l'état de la menace, qui est aussi important, c'est tout ce qui est déstabilisation politique, qui va en soi par rapport à l'espionnage massif, c'est-à-dire des États qui ont des objectifs visés, ou bien de déstabiliser, ou bien d'espionner, ou bien de saboter, ou bien d'avoir des influences, etc. Ça aussi, ça rend les mesures classiques ou le volontariat de la direction, si j'ose dire, autant que RSSI ou autant que DSI, moins efficaces. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui est le sabotage des activités essentielles, le sabotage des entités à importance vitale, entre autres. Donc, tout cela, et aussi la stratégie de la cybersécurité pour la décennie numérique, qui n'a pas été négligeable pour accélérer cette prise de conscience et cette maturité dans la réglementation, tout cela va impliquer des réglementations plus contraignantes, des réglementations plus larges qu'ils ont dans leur viseur et dans le périmètre d'application des entités beaucoup plus qu'auparavant. Donc, bien sûr, nous avons commencé au niveau national, par la stratégie nationale, par la défense et la sécurité, la LPM. On a eu pas mal de directives. On a eu la directive 95 qui est l'ancêtre du RGPD. On a eu le RGPD, un premier pas, un très grand pas vers une réglementation. La différence entre une directive et une réglementation, c'est que la directive, elle est transposée dans chaque pays en fonction avec des latitudes, on ne va pas dire en fonction de chaque pays avec des latitudes, c'est-à-dire pas forcément en même temps, mais la réglementation, c'est pratiquement une homogénéisation à un mois près. Donc, après, on a eu le RGPD. On a tiré beaucoup de leçons du RGPD. Le RGPD qui est une réglementation extraterritoriale, c'est-à-dire elle est applicable en dehors du sol. Lorsqu'il y a un traitement des données à caractère personnel d'un résident européen, elle est applicable en dehors du sol de l'Europe, avec bien sûr des exceptions. Le RGPD nous a donné des leçons, nous a donné pas mal de leçons, notamment lorsqu'on va parler des leçons en termes de notification. Si nous regardons le RGPD, la notification dans l'article 33 et 34 était très light, et on n'avait pas des notions spécifiques à un incident majeur, c'est-à-dire la CNIL s'est retrouvée inondée par des notifications qui ne sont pas si utiles que ça, parce que nous, lorsqu'on va faire une notification, on ne fait pas la notification à la légère. Hein. On fait une notification d'incident pour avoir des retours d'expérience, pour avoir la confiance des personnes et des entités, comme quoi nous travaillons sur la sécurité et nous nous occupons de la partie incident pour avoir des mesures qui vont être impliquées de ces notifications, notamment la mise en place des équipes de réponse sur incident selon des normes qui sont de plus en plus développées pour la transparence, pour partager des informations. Donc, tout cela ne vient pas à la légère. La notification ne vient pas à la légère. Mais la notification dans le RGPD, elle était un peu ambiguë. On n'avait pas des considérations des incidents majeurs et on avait des notifications sans plusieurs niveaux de rapport. Avec NIS 2, avec l'expérience du RGPD, bien sûr, entre autres, on a commencé à améliorer.
si vous voulez, cette partie réglementation ne date pas de très très longtemps, hein. Ça fait une dizaine d'années à peu près qu'on commence dans cette maturité de réglementation, sachant que les Américains, eux, ils ont commencé depuis les années 70. Hein. Et leurs actes extraterritoriaux sont très connus, même s'ils sont applicables à deux mesures différentes, notamment le FCPA par exemple. Et donc, NIS 2, on a eu pas mal de changements. Déjà, les secteurs d'activité, on est passé à beaucoup plus de secteurs d'activité, je pense 18 secteurs d'activité. Il n'y a plus le OSE, les opérateurs à service essentiel. Nous avons des entités critiques et des entités importantes. Donc, suite à cette réflexion, NIS 2 est plus perspectif. On a une prise de conscience massive, c'est-à-dire de la cybersécurité des opérateurs critiques, OSE, à la cybersécurité de masse. Et c'est une super bonne chose, même si cela va impliquer des contraintes qui vont être impliquées par des mesures de sécurité supplémentaires, des conformités en plus sur les entreprises et bien sûr des sanctions si cela n'est pas fait. Est-ce que c'est du bon sens? Bien sûr, c'est du bon sens. Est-ce que c'est obligatoire? Par mon expérience et l'expérience de mes collègues et les retours d'expérience généraux, oui, c'est obligatoire. Et cela se manifeste déjà dans NIS 2, dans l'article 20. En fait, on a pas mal d'articles dans NIS 2 et dans DORA pour les incidents et la notification et le partage de l'information, mais j'ai beaucoup aimé l'article 20 de NIS 2. L'article 20 de NIS 2, il s'adresse à la direction sous-entendue. Vous voyez, donc on en parlera tout à l'heure. Les principaux changements, bien évidemment, le périmètre, beaucoup plus large, plusieurs milliers des entités. Les entités, pas seulement les entités OSE, donc les entités critiques, les entités importantes. Et puis, ce qui nous intéresse ici dans ce webinaire, c'est les notifications des incidents. Les notifications des incidents ne sont plus du tout les mêmes comme la réglementation RGPD. Là, dans la notification du NIS 2, on a 3 articles qui parlent que de la notification et de la réponse sur l'incident, plus un article qui est très intéressant, qui parle sur l'écosystème des entités qui sont soumises à la directive NIS 2. Et donc, qui dit écosystème des entités qui sont soumises à NIS 2, c'est-à-dire ils ont aussi des obligations. Maintenant, un point commun à pratiquement toutes les réglementations, que ce soit le RGPD, que ce soit NIS 1, que ce soit NIS 2, que ce soit la LPM, que ce soit le RGS, que ce soit DORA qui va venir bientôt, un point, ou 2 points même si j'ose dire, mais un point essentiel, c'est l'analyse de risque. Il y a une exigence de l'analyse de risque dans toutes ces réglementations. Si vous me dites le RGPD, il existe où? Il y a l'article 35, c'est une analyse de risque qui vise les données à caractère personnel et les personnes physiques. C'est vrai, ce n'est pas sur tous les systèmes d'information, mais il y a l'article 32 qui te parle de la sécurité des systèmes d'information, la sécurité du traitement. Tout cela va impliquer l'article 25, Privacy by Design. Donc, tout cela implique et une analyse de risque, même si c'est un peu spécial dans le RGPD, et aussi des réponses sur les incidents qui ont des articles spécifiques. Il y a des articles spécifiques sur ça. Donc là, on voit bien que par rapport à NIS 1 et NIS 2, par rapport à la notification, on a des articles. On a l'article 20, il va s'adresser à la direction. Pourquoi il va s'adresser à la direction? En tant que consultant et en tant qu'auditeur, auditeur de certification, je peux vous dire que si on va laisser du volontariat à la direction, on ne va pas faire grand-chose. Si on laisse du volontariat à la direction, on ne fera pas grand-chose. Et donc, avec beaucoup d'intelligence, NIS 2, il s'est adressé, il n'a pas appelé ça direction, mais ça sous-entend la direction, la gouvernance. Donc, il a imposé des mesures de gouvernance qui sont liées indirectement à la direction. Vous me dites comment? Eh bien, voilà, là, c'est les obligations pour les entités régulées par rapport à l'ANSSI. Donc, la France, hélas, la transposition était prévue pour demain, mais il ne va pas se faire. Il ne va pas se faire pour des considérations. On a eu de retard. Je pense qu'il ne sera pas fait avant avril. Je pense, mais bon, on verra bien. Il y a quelques pays, je pense que la Belgique, ils l'ont transposé. Je pense que l'Hongrie, ils l'ont transposé, mais l'Italie, il ne l'a pas transposé. Il y a pas mal de pays qui ne l'ont pas transposé. Vous me dites, il y a des sanctions sur ces pays.
En principe, oui. On verra bien comment ça va être transposé, mais le directeur de l'ANSSI a évoqué il y a quelque temps qu'il y aura quand même une période de latence et il y a une période de tolérance, si j'ose dire, de presque 3 ans. Mais cela n'empêche pas de commencer parce qu'on a quand même, il y a des mesures de transposition que tout de suite, nous, on va la déduire d'une manière assez simple. Okay? Donc, il y a ces obligations pour les entités et il y a aussi, en bas, j'ai parlé un peu sur les déclarations d'incidents, les notifications et regardez bien, on n'est plus sur une notification simple. Là, je vais développer par la suite sur une échelle de temps les étapes d'une notification et aussi les rapports intermédiaires et rapports finaux, chose qui n'existait pas avant. Là, on a tiré de leçons du RGPD. On a tiré de leçons du RGPD. Il faut savoir c'est quoi un incident majeur. Il a insisté sur incident majeur pour que pas tout le monde il va notifier, on va inonder par la suite l'ANSSI. Donc, il faut insister ici sur la notion d'incident majeur de cybersécurité, c'est-à-dire quoi? C'est un impact bien évidemment négatif, très élevé, donc un niveau de gravité de l'ordre 3 ou 4 sur une échelle de 4, sur les réseaux et le système d'information qui vont soutenir les fonctions critiques. C'est-à-dire, on va regarder sur quelle valeur métier ou sur quel actif cela est produit et que ce soit pour les entités critiques ou pour les entités importantes, une déclaration peut se faire en fonction du niveau de gravité. C'est-à-dire, on ne va pas tout déclarer. On ne va pas tout déclarer. On va plutôt être sur les incidents majeurs et cela va nous permettre, d'une part, va permettre à l'ANSSI d'aller à l'essentiel et puis va permettre d'ajouter une valeur par rapport à ces incidents. Donc, le régulateur européen a profité de l'expérience du RGPD qui a imposé la notification, mais c'était très light et ce n'était pas très clair. Là, c'est beaucoup plus explicite. Donc, les 3 points à retenir par rapport à la directive NIS 2, on avait déjà fait un webinaire sur NIS 2, on est entré dans les détails. Hein. Donc là, c'est les 3 points. C'est les 18 secteurs d'activité, plusieurs milliers, je ne sais pas combien, on verra bien, mais plusieurs milliers d'entités, sachant qu'on était à peu près 300 avec NIS 1. Les obligations en matière de gouvernance, chose qui n'existait pas avant, c'est-à-dire direction. Faites attention à la direction, on peut aussi vous sanctionner, vous allez voir l'article 20. Et puis, la responsabilité des dirigeants et appliquer des sanctions de non-respect. Donc, tout cela, c'est les 3 points à retenir et les points forts, si vous voulez, de NIS 2. Les obligations relatives à la gouvernance, l'article 20. Donc, on a en fait 3 articles. On a le 20, on a le 21 et le 23. Je n'ai pas parlé du 22 parce que le 22, il parle plutôt de l'écosystème des entités. Donc, bien évidemment, ils seront soumis. C'est pour ça que je ne vais pas parler du 22. L'obligation relative à la gouvernance, on le voit très bien ici, responsabiliser les organes de direction, oui. C'est-à-dire, toi, la direction, tu dois être leadership. On ne te laisse pas le volontariat. Tu vas dire non ou oui. Tu vas dire oui, parce que sinon, tu seras sanctionné. Que ce soit sanctions pécuniaires sur l'entreprise ou même des sanctions sur les dirigeants eux-mêmes. Ça peut aller jusqu'au pénal. C'est-à-dire là, tu dois mettre en place des politiques de formation par rapport aux enjeux, par rapport à tes besoins, par rapport à quoi tu es soumis par rapport à NIS 2 ou autre réglementation. Et en même temps, tu dois mener des gestions de risque, appréciation de risque de A à Z qui est obligatoire et pas du volontariat. Maintenant, bien sûr, vous pouvez poser la question, mais les normes, par exemple, si on se fait certifier sur un ISO 27001, mais on a toutes ces obligations, ces exigences, bien sûr que oui, mais si nous regardons le nombre d'entités qui sont certifiées ISO 27001, c'est négligeable par rapport à la couverture de NIS 2. Ça, d'une part, et d'autre part, la 27001, c'est qu'un démarrage pour la conformité NIS 2. NIS 2, il aura beaucoup plus loin que la 27001. D'ailleurs, c'est évoqué dans un des considérants, je pense le considérant 87 de NIS 2. Je ne sais pas si c'est 87, mais un des considérants de NIS 2. Donc là, déjà, dans l'article 20, la direction, tenez-vous bon, une analyse de risque devient obligatoire, des sensibilisations deviennent obligatoires et toute la transposition qui va venir. C'est-à-dire, ce n'est plus de volontariat. Vous pouvez même, vous, être touché par des sanctions. Ça, c'est une super bonne chose parce que le premier problème qu'on va rencontrer, c'est la direction qui peut décider à l'encontre d'une réglementation. Moi-même, je l'ai vécu avec le RGPD. J'ai eu des directions qui m'ont dit, noir sur blanc, Monsieur Saad, nous, on prend le risque de ne pas être sur la conformité RGPD. Ils ont considéré
que par rapport aux exigences du RGPD, par rapport à leur taille d'entreprise, bah, peut-être ça sera le risque, prendre le risque, ça va leur coûter moins cher. C'est une aussi des leçons que nous apprenons du RGPD. Parce qu'honnêtement, lorsqu'on regarde le RGPD, il était pensé dans une philosophie grandiose, GAFAM, et il est applicable à pratiquement toutes les entreprises. NIS 2, il a profité de ça. Il a dit non, on va regarder en fonction des secteurs d'activité, les 18 secteurs d'activité, en fonction de la taille de l'entreprise et le bilan global, le bilan financier, qu'est-ce qu'on va appliquer sur les entités critiques et sur les entités importantes. Et c'est un point très fort. C'est un point très fort, c'est-à-dire la direction là, elle ne va pas te sortir cet argument. Parlons un peu sur l'article 21, une exigence de la gestion de risque. La gestion de risque est intimement liée à la notification, à la réponse des incidents. Parce que la gestion de risque, lorsqu'on aura des risques résiduels avec une occurrence ou une vraisemblance assez haut, même si la gravité elle peut être basse, si on va faire la multiplication de ce type de risque, eh ben, on peut être plus haut que le seuil d'acceptabilité de risque. Donc, à ce moment-là, il faut répondre à ce risque. Sur ce type de risque, qui peut être un risque résiduel, on peut ou on doit le couvrir. On peut le couvrir par des réponses sur l'incident, mais dans le cadre de NIS 2, on doit les couvrir par des réponses sur l'incident. Donc, minimum des politiques sur la gestion des incidents et minimum des politiques dans la continuité des activités et la gestion de crise. Ça rejoint quand même DORA. Hein. Si on regarde NIS 2 et si on regarde DORA, il y a 5 articles sur la gestion des incidents. C'est beaucoup plus chronophage. Bon, aussi, ça reste beaucoup plus critique, DORA, sur les instituts financiers que NIS 2, qui peut être sur des secteurs moins sensibles. Pour la suite, donc les obligations par rapport à l'information, l'article 23, là, on est très clair. Je vais vous dire ici comment on va voir les choses. C'est-à-dire ici, il y a plusieurs notifications. On va mettre l'espace du temps. On soupçonne un événement qui est un incident de sécurité. C'est ce qu'on appelle l'alerte précoce. Donc, sur une échelle de temps, une journée jusqu'à 30 jours, jusqu'à un mois. On va dire aussi, on a une alerte précoce. C'est quoi l'alerte précoce? On suspecte un incident important, on suspecte des actes illicites, et ben, on fait ce qu'on appelle une alerte précoce. Peut-être après une investigation, ça sera un événement qui est exceptionnel. Mais peut-être non. Souvent, c'est non lorsqu'on a mis en place ce qu'il faut mettre en place pour faire une investigation réelle et efficace. Et puis, à 24 heures après, il faut mettre à jour ce qu'on appelle une notification intermédiaire, c'est-à-dire une notification d'incident après cette alerte précoce. On va mettre à jour cette alerte précoce et on va donner plus de détails, c'est-à-dire c'est quoi la gravité, c'est quoi l'impact, est-ce qu'il y a des indicateurs de compromission? Tout cela est obligatoire. Vous voyez, donc il y a cette alerte précoce première 24 heures. Après, jusqu'à 3 jours, on a cette alerte ou cette notification d'incident qui est avérée. Et puis, on a, après 72 heures, on a ce qu'on appelle le rapport intermédiaire. Le rapport intermédiaire, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on doit absolument faire une mise à jour pertinente de l'incident. Est-ce qu'on l'a géré? Est-ce qu'il est en train de se faire gérer? Est-ce qu'on a terminé? Si cela est le cas, jusqu'à un mois, nous avons le rapport final. Le rapport final, c'est-à-dire on va donner une description détaillée de ce qui s'est passé, le type de menace, les mesures de traitement que nous avons mis en œuvre pour que cela ne se répète pas, ou si ça se répète, le niveau d'impact soit moins bon, moins fort. Et puis, s'il y a un impact transfrontalier, ça n'existait pas. Tout ce que je dis ici, dans le RGPD et dans les anciennes réglementations, ça n'existait pas. Hein. C'est des détails spécifiques NIS 2. En fait, l'impact transfrontalier, c'est-à-dire quoi? Est-ce que l'incident, il va toucher aussi en dehors du pays national, c'est-à-dire de la France, par exemple? Si on se rappelle, en 2017, quand on a eu WannaCry, parmi les premiers ransomware, 150 pays ont été touchés. Voyez. Donc, c'est très intelligent de parler aussi s'il y a un impact transfrontalier. Donc, si j'ose dire cela, je ne fais pas une transposition de l'article, je ne suis pas expert juridique pour le faire, mais autant que consultant en cybersécurité, eh ben,
on va responsabiliser, on va respecter les procédures. Ça va impliquer des responsabilités et des respects de procédures. Bien sûr, une politique de gestion de risque, une politique de gestion des incidents d'office, article 20. Des appréciations des événements liés à la sécurité de l'information qui rejoignent, bien sûr, l'appréciation de risque, mais autant que possible des suivis presque réguliers, le RSSI ou le CERT ou le CESIRT ou les équipes de réponse sur l'incident ou un SOC, pourquoi pas, des réponses aux incidents avec des preuves et signalements qui vont se faire, parce que si on ne met pas ça en œuvre, eh ben on sera en infraction avec NIS2 parce que impossible de faire la notification, d'autant plus avec cette temporalité qui est exigée par l'article 21 et aussi l'article 23. Et puis, bien sûr, pourquoi pas ne pas penser à des outils SIEM, à un SOC. Ça peut être… En fait, on parle de la gestion proactive. Donc, on parle de la gestion proactive. Je ne pense pas, enfin, ça dépend de la taille de l'entreprise. De toute façon, les toutes petites tailles de l'entreprise ne seront pas soumises à NIS2, moins que 50 salariés. Donc, en fonction de ces entreprises, on peut externaliser ou développer un SOC ou autre. Donc, ça devient obligatoire. Voilà, tac, tac, tac. Tac. Voilà, comme vous avez vu, donc on a 3 articles pour synthétiser sur NIS2. Le 20, les organes de direction, la gouvernance. Faites attention, ce n'est plus de volontariat. Le 21 et le 23, des notifications spécifiques avec cette temporalité sur les incidents. Et puis l'article 22, que je ne l'ai pas évoqué, tous ceux qui sont dans l'écosystème de l'entité, qu'elle soit critique ou importante, sont soumises à une analyse de risque. Là, on voit que l'analyse de risque est partout. C'est ce que je peux dire sur la notification sur NIS2 qui n'a pas été transposée, mais ça ne va pas tarder à venir. Pour DORA, les choses sont beaucoup plus chronophages. Là, ce que je veux dire, c'est des suppositions. C'est des suppositions parce qu'on ne sait pas exactement comment ça va être encore. Donc, on va parler de réglementation DORA qui va toucher le domaine financier, qui normalement, elle va être applicable et transposée le 17 janvier 2025. Je pense qu'elle le sera, parce que là, on est sur une réglementation. Une réglementation, les latitudes sont très peu. Rappelons-nous le RGPD, une réglementation qui a été transposée pratiquement dans le mois qui suit. Dans le mois qui suit, pratiquement. Donc là, ça va toucher les entités financières. Il y en a beaucoup d'entités financières, assurances, crédits, etc., qui vont être touchées. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est surtout de voir qui est l'autorité de contrôle. L'ACPR, donc l'autorité de contrôle prudentiel de résolution, en France, c'est adossé à la Banque de France. Donc, on a des notifications à faire. Et là aussi, on va voir qu'il y a beaucoup plus d'articles. On a 5 articles sur la notification. C'est beaucoup plus chronophage. Comment ça va être explicitement, comment on va le traduire? On a des suppositions, je ne sais pas exactement comment, mais je peux vous dire ce que je pense sur cette transposition. Bon, les principaux objectifs, c'est la résilience. Hein. C'est la résilience. Qui dit résilience, dit continuité d'activité. Qui dit continuité d'activité, on commence par des analyses de risque. Pourquoi? Pour regarder ainsi les risques résiduels qui ont un niveau de gravité assez haut et qui ont une vraisemblance assez basse. C'est ça ce qu'on couvre avec des PCA. Hein. Les PCA, PRA, PGC, PCO, on les couvre en général, ce type de risque, un séisme dans un pays non sismique, eh ben, on le couvre avec un PCA, même si son niveau de risque résiduel peut ne pas être très, très haut. Donc, elle vise à atteindre un niveau élevé de résilience opérationnelle numérique dans tous les États de membres de l'Union européenne. C'est-à-dire là, il y a une homogénéisation au niveau européen. Sachant que dans la directive, une directive comme NIS2, il y aura des latitudes. Il y aura toujours des latitudes, comme on l'a vu dans la directive 95, qui est l'ancêtre du RGPD. Et le RGPD, il est venu pour justement supprimer ces latitudes. Les implications sont pratiquement les mêmes, mais beaucoup plus chronophages. Donc, il y a la détection et la notification, et il y a l'analyse post-incident. Là, il insiste sur ça, ces implications en matière de notification, notifier les incidents. Il parle des incidents significatifs. Pour moi, ce sont les incidents majeurs. Vous voyez, donc, pour moi, que ce soit NIS2 ou DORA, c'est des incidents. Il me reste combien de temps? Voilà. L'article 17, il parle sur le processus de gestion des incidents optiques. Et là, on voit donc un résumé de cet article, les entités financières qui vont enregistrer et surveiller les incidents. Et bien sûr, il y a des indicateurs dans la même philosophie d'alerte précoce
il y a des identifications et des classifications et des rôles de responsabilité dans l'incident, puis une communication, une notification et aux dirigeants et à la Banque de France. L'article 17, il est très clair sur cette partie et rejoint vraiment très intimement NIS 2. Après l'article 18, sur la classification des incidents, là, ils vont au-delà de NIS 2. Il te dit, OK, pour veiller à ce que les causes originales qui ont permis ces incidents ne se répètent pas, pour les autorités de surveillance, les AES, les autorités européennes de surveillance, on va imposer d'identifier, de suivre, de consigner, de catégoriser, de classer les incidents. Il entre plus dans les détails du process de gestion des incidents. Bien sûr, là, on est sur des entités pratiquement tous critiques, pratiquement tous critiques. Et là, si on regarde les formations que mon collègue il va les proposer, notamment la 27005, eh ben, il répond à ces types des classifications. Après, il y a l'article 19, la déclaration des incidents majeurs. Il insiste aussi sur majeur pour dire, faites attention, le nombre d'incidents à remonter obligatoirement sera limité à des notifications qui sont plutôt sur des incidents majeurs, aussi pour ne pas trop inonder la Banque de France ou l'entité qui est régulateur, le régulateur dans ce domaine. Donc, il parle, DORA impose une notification initiale dans les 24 heures, et puis on suppose que ça va être intermédiaire comme NIS 2 et après un rapport final comme NIS 2. Je ne suis pas sûr, c'est ce que je comprends. C'est ce que je comprends. Après, on verra comment ça va être la transposition. Ce que j'ai compris des articles, c'est pratiquement comme NIS 2 à plusieurs chronologies. Vous voyez? Donc aussi, ici, on a une nouvelle obligation de communication au client, chose qui n'a pas été sur NIS 2 très explicite. Donc, sans retard, on va porter aux entités financières, toutes les entités financières qui peuvent être des clients des banques ou autres, ces incidents et les mesures qui sont prises pour atténuer des effets qui ont un impact. Aussi, il y a une nouvelle obligation d'information et de conseil qui s'impose en termes juridiques, c'est-à-dire pour être en conformité avec DORA sur cette obligation. Vous voyez, donc obligation, quelle est la source de risque qui est mise en cause, quels sont les rôles et les responsabilités en cas de non-respect. Vous voyez, c'est hyper important aussi. Ça, c'est une analyse de risque, une analyse de risque et une investigation forensique. Et puis, il y a l'article 21 aussi, comme on voit, il y a la centralisation des notifications d'incidents majeurs. N'oublions pas, ici, on est sur une réglementation et pas sur une directive. C'est-à-dire, c'est au niveau européen. La transposition, c'est au niveau national dans NIS 2. Donc, sur l'élaboration du rapport, des rapports conjoints, sur le contenu du rapport conjoint et sur la soumission des rapports conjoints aussi, il y a l'article 21. Et puis, nous terminons par l'article 22. Donc, je suis à la fin, je suis désolé, peut-être j'ai pris du temps. Le retour d'informations en matière de surveillance, aussi au niveau européen. Chaque autorité, elle va recevoir des notifications, des rapports, comme les exigés dans l'article 19, et elle va faire un retour d'informations adopté, et toutes les autorités elles vont avoir des rapports annuels pour les autorités européennes de surveillance et une maturité, des retours d'expérience et des recommandations à tous les niveaux de toutes les autorités pour que cela ou bien ne se répète pas ou on tire des leçons. Chaque entité peut tirer des leçons de l'incident des autres. Ben, je veux m'arrêter ici. Je suis désolé, j'ai pris plus de temps peut-être que prévu. Je laisse la main à mon collègue Nicolas. Merci à toi, Jamal. Alors, comme vous pouvez le voir, ben, justement, il y a beaucoup de choses à dire sur NIS 2 et DORA. Donc, bon, un webinaire n'est pas suffisant pour pouvoir tout évoquer, d'où l'importance de se former. Et là, ça va être les sujets justement que nous allons aborder avec les formations qui sont bien évidemment disponibles. Donc, pour résumer un petit peu tout ce que Jamal a dit, on va avoir sur ce qu'il faut savoir et noter, c'est que NIS 2 présente un enjeu crucial pour assurer la conformité légale, améliorer la sécurité, réduire les risques, renforcer la confiance et la résilience organisationnelle face aux menaces cybernétiques. En ce qui concerne la partie DORA, ça présente aussi les mêmes enjeux, sauf qu'en complément, vous allez plutôt avoir préparé les audits, tout ce qui est les inspections, renforcer également la confiance des parties prenantes et la gestion des risques liés aux tierces et l'amélioration de la continuité des activités. Pour cela, donc bien évidemment, il faut se poser la bonne question, vers qui allez-vous justement vous tourner pour pouvoir vous former? Parce qu'il existe aujourd'hui plusieurs organismes de formation.
Mais quels sont les organismes qui peuvent vous accompagner? Un point très important et non négligeable, c'est de vérifier que l'organisme est Calliope. Alors, ce qui est le cas pour EduGroup. Donc, nous existons déjà depuis plus de 35 ans. Donc, les intervenants que nous avons sont avant tout des consultants experts sur leur sujet et travaillent en étroite collaboration avec l'ANSSI, sont aussi membres du club IBIO, c'est d'autres institutions aussi en particulier. Donc, les offres que nous avons à notre catalogue sont bien évidemment construites avec ces consultants experts. Donc, là, vous avez plus de 16 000 personnes ont été formées l'année dernière avec plus de 97% de taux de satisfaction. Et nous avons un panel de plus de 400 consultants formateurs. Ce qui est le plus important et ce qui est à retenir, c'est que EduGroup est à taille humaine. Ce que j'appelle valeur humaine, c'est que vous avez une personne qui est là vraiment en tant que conseil, qui va vous accompagner et non pas une personne qui est là pour vous vendre les formations. Donc, c'est plutôt une approche partenariale que nous avons. Nous avons aussi cette notion d'ingénierie pédagogique qui est plutôt de faire des formations autant standardisées, mais des formations sur mesure quand c'est demandé. Donc, c'est bien évidemment aujourd'hui ce qui prend le pli parce qu'on a besoin d'être opérationnel assez rapidement et de pouvoir voir et comprendre les choses et de pouvoir avancer, de pouvoir les mettre en place au niveau de son entreprise. Donc, les personnes qui vont intervenir sont bien évidemment des experts. Donc, on est là pour vous faire gagner du temps et également aussi de trouver la solution la plus économique et viable possible. Donc, nous avons une présence qui est à l'échelle nationale. Donc, un topo des accréditeurs et éditeurs qui nous font confiance et avec qui nous travaillons aujourd'hui. Donc, vous allez avoir un panel, à savoir Microsoft, PeopleCert, AWS, SAP, donc tout ce qui va être la partie virtualisation. Donc, on est plutôt sur du Citrix, du Cisco et du VMware. La partie PMI, qui est plutôt orientée sur tout ce qui va être PMP, CAPM. Mais le sujet aujourd'hui qui nous intéresse, c'est plutôt la partie cybersécurité. Et l'accréditeur principal va être EECD, donc pour lequel aujourd'hui nous avons le plus haut agrément qui est la partie Titanium. Et deux autres agréments qui sont plutôt le TravelBlazer, qui est plutôt la partie Salesforce, et Autodesk. Donc là, nous arrivons sur la partie où vous allez avoir les formations aujourd'hui qui sont disponibles et qui, pour le coup, vont vous intéresser, qui ont une importance pas des moindres. Donc, à savoir qu'il y a deux modalités, donc à savoir qu'elles sont animées autant en inter qu'en intra-entreprise, en présentiel, à distance et en mode hybride. Ce que j'appelle mode hybride, c'est à la fois le mixte entre présentiel et distanciel. Donc, les formations qui existent à ce jour, on verra sur les slides d'après pour que vous ayez un petit peu un aperçu de ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez avoir sur la partie NIS 2. Donc, autant de la partie sensibilisation, ce que j'appelle sensibilisation, c'est de s'informer. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur sur une journée de façon assez concise. Quand on veut aller plus loin pour la mise en œuvre, la mise en place au sein d'une structure, de pouvoir comprendre les choses, on est plutôt sur un aspect de certification. Là, vous êtes plutôt sur du NIS 2, Directive Lead Implementor, qui a une durée d'à peu près 5 jours. La même chose aussi en ce qui concerne droit. On a plutôt l'aspect informel, donc plutôt où on va chercher à savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on est plutôt sur une journée de la sensibilisation. Quand on veut pousser pour aller plus loin, on est plutôt sur de la certification. Des formations qui sont certifiantes, l'accréditeur qui est rattaché, c'est EECD. Donc, ce qui m'amène à la partie un peu plus dans le détail, où là, on est plutôt sur la partie sensibilisation. Qu'est-ce que ça comprend? Donc, dedans, vous allez avoir plutôt tout ce qui est la partie découverte de la directive NIS 2 et son concept. Vous allez avoir également comprendre les principes fondamentaux de la directive NIS 2. Donc, tout cela sur une durée d'un jour. Donc, les profils concernés sont plutôt des RSSI, des DSI, des CTO, des DPO, des juristes, toute personne souhaitant découvrir la partie NIS 2. Quand on est plus maintenant sur de la mise en œuvre, de la mise en place sur l'aspect certifiant, on va avoir la formation qui dure 5 jours. Donc, la NIS 2 Directive Lead Implementor. Celle-ci, elle a plutôt à vocation, on explique plutôt les concepts de la directive et ses exigences. On va apprendre à interpréter et à mettre en œuvre les exigences de la directive. On apprend également à acquérir une compréhension approfondie des principes, de la stratégie, de la méthodologie, à la mise en œuvre et gestion efficace d'un programme cyber conformément à la directive NIS 2. Donc là, on va dire que les profils qui sont plutôt concernés vont être plutôt les responsables informatiques, les DSI, les CTO, les DPO, les responsables gouvernementaux et réglementaires. Alors, j'insiste bien, et ça, attention, point de vigilance, Jamal en a évoqué, les prérequis qui sont à savoir, pour lesquels vous devez avoir des compétences ou être formé, sont les formations qui vont toucher à tout ce qui va être l'analyse de risque. Donc, on est plutôt sur l'ISO 27005 Risk Manager, ou plutôt de l'IPOS Risk Manager. La partie gestion des incidents, là, vous êtes plutôt
Sur la ISO 27035, on va plutôt avoir des formations orientées sur la gestion de crise. Tout ça, ce sont des recommandations. Et la formation ISO 27001 Lead Implémenteur. Sur la partie DORA, nous avons également la partie sensibilisation. Donc, dedans, qu'est-ce qu'il va avoir? On est plutôt sur une notion que vous allez découvrir le règlement DORA au travers de ces 17 exigences. Donc, ça a une durée de 7 heures. Les profils qui sont concernés vont plutôt être également des RSSI, des DSI, des CTO, des juristes et toute personne aussi souhaitant découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que cette partie DORA? Quand on souhaite avancer un peu plus loin, du même modèle que la partie NIS2, vous allez avoir l'aspect certifiant de la partie DORA. Donc là, on est vraiment sur 5 jours de formation. À l'intérieur, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez comprendre le paysage réglementaire et les exigences en matière de conformité du règlement DORA. Vous allez avoir tout ce qui est mise en œuvre des stratégies et mesures pour améliorer la résilience opérationnelle. Vous allez avoir également tout ce qui va être la partie identifier, analyser, sécuriser et gérer les risques TIC, donc technologie de l'information et de la communication. On va avoir également tout ce qui va être favoriser la collaboration et la communication avec les principales parties prenantes pour réussir la mise en œuvre et le respect permanent de DORA. Donc, ça vous donne déjà une photo de ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, vous avez le découpage qui est indiqué jour 1, jour 2, jour 3, jour 4 et jour 5. Tout ce que vous avez à l'intérieur et tout ce qui est vu dans le détail. Donc, les profils également concernés vont être plutôt des RSSI, des DSI, des directeurs informatiques, les professionnels de TIC, donc technologie de l'information et de la communication, des personnes des affaires juridiques et des consultants cyber sur ces sujets-là. Point aussi important, en termes de prérequis, vous devez avoir soit être formé ou avoir des compétences sur le sujet, sur tout ce qui va être analyse de risque. Donc, je reviens dessus, ISO 27005, Risk Manager, IBIO-CRM, tout ce qui va être gestion des incidents, tout ce qui va être l'analyse de risque, tout ce qui va être également l'ISO 27001, Lead Implémenteur. Et pour en terminer, la partie résilience. Donc là, on est plutôt sur la ISO 22301, la SNCA, pour le coup. Mais bon, tout cela, c'est bien beau. Maintenant, comment faisons-nous pour pouvoir les financer? À ce jour, vous avez 3 financements possibles. Donc, ils sont la partie plan de développement de compétences. À l'intérieur, vous allez pouvoir faire financer quoi? Tout ce qui va être la partie NIS2, la partie DORA, et également les prérequis pour pouvoir suivre ces formations. Donc, tout ce qui va être l'ISO 27005, Risk Manager, IBIO-CRM, tout ce qui va être la partie ISO 22301, la partie gestion des risques en tant que telle. Ensuite, vous allez avoir un deuxième moyen de financement, qui est plutôt la partie Campus Atlas, tout ce qui est action collective. Pour cela, il faut que votre société adhère à Atlas. Chaque société va avoir un OPCO. Si votre OPCO est Atlas, sachez que certaines formations sont prises en charge à 100%. Les formations qui sont prises en charge à 100% sont lesquelles? Sont la ISO 27001 Lead Implémenteur, la ISO 27001 Lead Auditor, la ISO 27005 Risk Manager et la ISO et la IBIOS-RM. Donc, ce sont les 4 formations qui sont prises aujourd'hui en charge à 100% par votre co Atlas. Et vous avez le troisième moyen de financement qui est plutôt la partie fonds personnels. Voilà. Donc, j'ai essayé d'être assez concis et d'aller à l'essentiel puisque nous avons dépassé le temps imparti. Donc, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Là, on va passer maintenant aux questions-réponses. Parce que je pense que vous devez en avoir. Et donc, on a essayé avec Jamal, tant bien que mal, de pouvoir vous donner les éléments de réponse, mais il est vrai que sur un webinaire, on ne peut pas tout vous donner, d'où l'importance de se former derrière, de monter en compétence, ce qui va vous permettre d'avoir les éléments, de pouvoir savoir ce qu'il en retourne, et derrière, de pouvoir poser les bonnes questions et de pouvoir les mettre en pratique au sein des sociétés pour lesquelles vous allez travailler ou vous êtes salarié. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous laisse la parole à Aliette. Merci à toi Nicolas, merci Jamal pour cette présentation fort intéressante sur ces sujets. On a effectivement quelques questions. Alors, je commence par la première. Bonjour, que se passe-t-il si on doit travailler avec des partenaires étrangers? Doit-on imposer un certain standard de sécurité à ceux-ci? Le partenaire étranger, est-ce qu'il est en dehors de l'Europe ou il est en Europe? Et par rapport à une directive ou une réglementation. Si votre question par rapport à NIS2, écoutez, de toute façon, elle va être obligatoire et transposée maximum dans un an, grand maximum dans un an. Mais pourquoi donc ne pas mettre en place tout de suite les mesures
ça va te permettre, si on est en Europe, je parle, de pouvoir collaborer sans attendre avec les pays qui l'ont déjà adopté. Les pays qui l'ont déjà adopté, je pense il y a Tchèque, Hongrie, Belgique et peut-être il y en a d'autres. Ça d'une part. Si ils sont en dehors de l'Union européenne, et on est toujours sur Nice 2, les transpositions, les mesures impliquées par Nice 2, tu peux les mettre comme des exigences contractuelles. C'est-à-dire, tu ne peux pas leur dire, je veux appliquer Nice 2 sur vous. Elle n'est pas applicable. Donc, en dehors de l'Europe, cette directive, si elle n'est pas transposée et elle ne sera pas transposée, eh bien, toutes les implications, tout ce qui va expliciter comme mesure, tu peux les mettre. Par exemple, une des mesures tout de suite que tu peux l'exiger dans un contrat, c'est les clauses de gestion de risque, c'est les clauses d'audit. Vous voyez, ça, tu peux l'exiger tout de suite, mais ne sera pas d'une manière réglementaire, il sera une exigence contractuelle. Ok, merci Jamal pour cette précision. On a Kevin qui te passe le bonjour, donc un habitué et qui te connaît. Il pose la question, est-ce que DORA impose des exigences quant à la manière dont l'analyse doit être effectuée de la même manière que dans l'ISO 27001, où c'est beaucoup plus léger et libre dans DORA? Bon, l'analyse de risque, c'est une analyse de risque. Maintenant, ce qui va changer, c'est le périmètre. Le périmètre de l'analyse de risque, il va changer. Maintenant, on analyse le risque dans le cadre d'une certification exactement comme on veut l'analyser dans un cadre d'une réglementation. Ce qui va changer déjà l'écosystème, c'est-à-dire par rapport à DORA, quelles sont les entités dans mon écosystème qui sont soumises à DORA, donc ils vont être impliqués déjà dans le périmètre. Et puis le plus important dans une méthode d'analyse de risque, qu'elle soit reproductible. Qu'elle soit reproductible, c'est une des exigences logiques. Demain, une équipe va aller analyser les risques avec une méthode EBIOS-RM par excellence. Et moi-même, avec d'autres équipes, avec une méthode EBIOS-RM par excellence, on est sûr qu'elle est reproductible. EBIOS-RM, on est sûr qu'elle est reproductible. Elle va suivre la norme ISO 27005-2022, c'est-à-dire les résultats seront cohérents, valides et comparables. Mais par contre, demain, tu essaies d'analyser des risques avec des Excel sans méthode précise, sans suivre la norme ISO 27005, elle ne sera pas reproductible. Donc, pour synthétiser, c'est le périmètre. C'est quoi le périmètre et tous les actifs dans ce périmètre sur lequel l'étude va se faire. Et puis, la reproductibilité de la méthode, je vous conseille vivement EBIOS-RM. Et pour l'audit et pour le régulateur, vous n'aurez pas de problème lorsque vous utilisez EBIOS-RM. Et je vous invite, moi, je ne suis pas commercial, hein, donc je vous invite par conseil d'un consultant avec des consultants, allez vous former sur EBIOS-RM. Allez vous former sur EBIOS-RM, elle est incontournable. Elle est incontournable. D'ailleurs, je forme, chaque mois, j'ai 2 sessions EBIOS-RM et bravo pour ceux qui participent parce que c'est le socle de toutes les réglementations et c'est le socle pour vous-même, autant de compétences pour développer par la suite dans n'importe quel métier de cybersécurité, c'est l'alphabet de ce métier. Donc, on ne peut pas parler une langue si on ne connaît pas son alphabet. L'alphabet de la cybersécurité, c'est l'analyse de risque avec plutôt qu'une méthode, qu'une norme. Si vous pouvez faire les deux, pourquoi pas? Une norme, c'est plus de la conception. Une méthode, elle est opérationnelle, outillage de la norme. Donc, si vous voulez choisir, choisissez EBIOS-RM, mais sinon, faites les deux. Ok, merci. On a Yael qui nous précise a priori que les pays qui auraient transposé, ce sont la Belgique, la Roumanie et la Hongrie, et que la Belgique a transposé mais n'a pas encore appliqué. Voilà, merci Yael pour cette précision. Ensuite, si je continue, on a une autre question de Anglionin, excusez-moi si j'écorche un peu votre prénom, alors qui nous dit, selon le service juridique de l'ANSSI, les associations ne seraient pas concernées par la directive, même pour les associations qui sont opérateurs de fonds publics, financement de la BPI par exemple. Selon toi, Jamal, est-ce que les associations donc, qui sont des opérateurs de fonds publics seraient-elles assujetties à NIS 2? Si l'ANSSI il dit non, certainement, moi, je n'ai pas un mot à dire. Hein. Moi, j'apprends avec l'ANSSI et je bosse en collaboration avec l'ANSSI et le club EBIOS. Bien sûr que si l'ANSSI elle le dit, on s'incline et ils ont fait leur étude. Bien évidemment que oui. Bien évidemment que oui. Je ne pense pas qu'il y a des associations qui ont déjà plus que 50 salariés. Ok, très bien, merci. On a ensuite une demande alors, qui porte plus sur la partie formation. Nicolas, ça va être pour toi. Est-ce qu'on a un cycle de formation un peu plus long avec une vérification d'état? Alors, si la question est plutôt tournée vers NIS 2 et DORA à ce jour, non. Si c'est avec d'autres sujets sur la partie cybersécurité qui va englober plusieurs formations, oui.
Dans ces cas-là, ce que je vous propose, c'est de toute façon, on enverra à tout le monde la plaquette et vous aurez mes coordonnées. Donc, je vous propose qu'on se recontacte pour pouvoir poser le détail, pour pouvoir vous donner les éléments d'information sur le sujet. Juste, j'ajouterai une petite chose. Là, actuellement, avec Nicolas, nous sommes en train d'échanger sur des formations d'audit pour voir si on est en conformité avec NIS 2 ou DORA. Donc, il y aura des formations auditées une entreprise selon le référentiel ou l'exigence plutôt NIS 2 ou selon DORA. Ça aussi, on est en train d'échanger sur ces sujets. Voilà. Effectivement, c'est une politique. Alors, je te prends un peu la parole, Nicolas, mais c'est effectivement une politique chez du groupe. C'est effectivement d'étoffer et de mettre à jour régulièrement notre offre de formation pour répondre à un maximum à vos besoins et vos attentes. Une précision là-dessus, Nicolas, ou c'est bon? Non, c'est bon. Alors, l'autre question de Régis, il nous demande si le contenu des formations de 7 heures, donc les 1 jour, est-ce qu'ils font partie des formations de 5 jours ou est-ce que c'est vraiment 2 choses différentes? Alors, ce sont 2 choses différentes. Celle de 7 heures, c'est vraiment de l'information, de la sensibilisation. Celle de 5 jours, elle est vraiment orientée examen. Vous êtes plutôt sur une mise en œuvre, une mise en pratique, une interprétation, une intégration que vous allez autant sur la partie NIS 2 que sur la partie DORA. Donc, ce sont vraiment 2 sujets vraiment différents. Celle de 7 heures va être ouverte plutôt à tout le monde parce qu'on veut vraiment chercher à comprendre, à savoir ce que c'est et ce que ça englobe sur la partie NIS 2 et sur la partie DORA. Sur la partie des 5 jours, on est vraiment plus focus sur la partie examen. Donc, c'est vraiment autre chose et c'est pour ça que les profils ne sont pas les mêmes. Autant sur la partie sensibilisation que sur la partie certification. Jamal, si tu veux compléter, en plus en parallèle. En parallèle, donc je confirme à 100% ce qu'il a dit mon collègue, mais en parallèle, celle de 1 journée, elle peut être un prérequis de celle de 5 jours. Donc, ça va vous mettre à l'aise pour commencer la formation de 5 jours. Souvent, c'est un prérequis. Pas tout le temps, mais souvent. Okay. Mais elle ne peut être qu'une valeur ajoutée pour la version de 5 jours. Ça permet d'avoir une acculturation un petit peu plus approfondie du sujet avant de venir dans la session certifiante. Exactement. D'accord. Alors, je crois, sauf erreur de ma part, qu'on a fait le tour des questions. Je vous en remercie. Alors, on a qui nous a précisé la transposition finale devrait être a priori fin 12-2024 en fonction de la décision gouvernementale. Voilà. Et selon un de ses amis qui est député européen de sa région, ça serait plus probablement au printemps 2025. Donc, ce que tu disais, Jamal, effectivement, avril, mai, peut-être quelque chose comme ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ah oui, Yael demande juste une petite précision aussi. Effectivement, la durée des certifications est de 3 ans. Si c'est toujours pareil aussi, du coup, pour la DORA Lead Manager et pour la NIS 2 Lead Implementer. Et après, comment ça se passe, du coup? Est-ce qu'il faut se recertifier? Est-ce qu'on a déjà une visibilité sur ces aspects-là? Nicolas, tu veux que je prenne la main? Tu peux répondre, mais donc, voilà. Donc, si vous voulez, c'est toujours la même chose. En fait, il faut juste justifier des crédits que nous avons travaillés. C'est-à-dire, il y aura une surveillance. Aujourd'hui, nous sommes certifiés. L'année prochaine, il y a une surveillance de cette certification. Je parle de la certification de la personne. La deuxième année, il y aura une deuxième surveillance. Les surveillances se font sur un aspect déclaratif, sur ce que vous avez travaillé dans ce sujet. Normalement, c'est 30 heures dans le sujet, inclus des webinaires, des formations à côté, des projets aussi, pas forcément impliqués directement dans la certification, mais qui peuvent faire partie. Et puis, il y aura une recertification suite à ces 2 surveillances sans passer l'examen. On passe l'examen dans un cas où il y a eu, supposons, on a DORA 1, on aura DORA 2. Et bien là, on va repasser l'examen. On a ISO 27001 version 2013, on passe à 2022. Là, on repasse un examen, mais qui est juste sur la transition entre les deux. C'est-à-dire, c'est un examen qui reste assez léger. D'accord. Merci beaucoup de ces précisions. Alors, a priori, plus de questions. On a débordé un tout petit peu, effectivement, de nos 45 minutes. On remercie en tout cas ceux qui sont restés avec nous jusqu'à la fin. Et pour les autres qui ont peut-être avec d'autres engagements, on les remercie quand même de nous avoir rejoints pour la plus grosse partie, on va dire. Je pense qu'on va mettre fin ici. On vous souhaite une bonne journée. Évidemment, vous allez recevoir, parce que effectivement la question a été posée aussi dans le chat, la présentation et un lien d'accès au replay. Ça va vous être envoyé
alors je crois directement par Webikeo, la plateforme qui nous accueille pour ce webinaire. Et puis nous aussi, on va vous faire un envoi de toute façon d'ici fin de semaine, au tout début de semaine prochaine. Et vous aurez effectivement les coordonnées de Nicolas. Si vous avez des questions voilà, sur les formations ou sur un autre sujet, de toute façon, n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir qu'on y répondra, pardon, et que Nicolas ou ses équipes reviendront vers vous. On vous souhaite une bonne journée. Merci, messieurs, en tout cas, Jamal, Nicolas, pour votre professionnalisme. Merci à vous tous. Merci à vous tous et à très bientôt. Ouais, votre intervention qui est toujours de qualité. Et puis, on vous souhaite à toutes et tous une bonne journée et on vous dit à bientôt. À très bientôt. Merci bien, à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Eh bien, merci.